Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente d'être ici avec vous. Merci Sylvia de m'avoir demandé d'intervenir. Donc, je suis en ce moment responsable du service d'infectiologie du CHU de Nice et référente antibiotique de CHU. Et je vais vous parler dans le cadre non seulement de la semaine de l'antibiorésistance, mais de celle qui vient de se terminer, qui concernait la semaine de sensibilisation internationale au bon usage des antibiotiques, qui était organisée par l'OMS. Je vais vous parler d'un sujet qui me paraît vraiment fondamental, qui est l'antibiorésistance en termes aussi de santé globale. Alors, ça marchait tout à l'heure pourtant, je l'ai vu. Très bien. Alors, simplement pour vous rappeler qu'il y avait, que M. Alexander Fleming, celui qui a découvert les antibiotiques aux alentours de 1928, qui en a eu le prix Nobel en 1945, nous avait prévenu en disant cette phrase merveilleuse: la personne insensée qui joue avec un traitement par pénicilline est moralement responsable de la mort de l'homme qui succombera d'une infection secondaire à un organisme résistant à la pénicilline. Alors, cette phrase était hautement prémonitoire, mais on n'a pas tellement écouté. Alors simplement pour reposer un peu la base de tout ce dont on parle, et puis pour avoir un peu d'humilité aussi, c'est pas mal, on va peut-être reparler de ce que c'est que le monde du vivant, et notamment ce que représente la biomasse des bactéries, puisque finalement, quand on regarde un petit peu à l'échelle de la Terre, vous voyez que la biomasse globale, elle est représentée essentiellement par les plantes, pas mal par les bactéries. Les animaux dont nous faisons partie, c'est pas grand-chose. Et puis quand on regarde à l'échelle justement de ces animaux, eh bien l'homme c'est tout petit, et voilà. Eh bien en fait c'est important quand même de savoir qu'un homme, c'est une symbiose avec énormément de bactéries qui forment le microbiote. On a un microbiote un petit peu partout. Il y a même des personnes qui pensent que nous ne sommes que des bactéries qui pensent. Ça c'est chacun voit ça comme il veut. Mais globalement, repose-nous un petit peu la position sur le monde du vivant et le monde humain, et comment est-ce qu'on a géré finalement ces bactéries qui étaient là bien avant nous et qui seront là vraisemblablement bien après nous. Mais alors même là, ça ne veut plus marcher. Je suis maudite. Voilà, je ne suis pas assez violente en fait, c'est ça. Alors, si vous regardez la diapositive en haut à gauche, vous voyez en rouge des bactéries qui sont naturellement résistantes à beaucoup d'antibiotiques, c'est-à-dire que dans la nature, il y a beaucoup de bactéries qui sont déjà équipées de beaucoup de mécanismes de résistance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles passent leur vie à se battre les unes contre les autres, donc il faut quand même qu'elles soient déjà équipées vis-à-vis de leurs congénères. Et vous voyez en gris des bactéries qui sont sensibles et qui finalement, dans l'environnement, la terre, les eaux, etc., vont avoir accès à un certain nombre de petites doses d'antibiotiques qui vont favoriser des mutations aléatoires, qui vont permettre que dans une population initialement sauvage, il va y avoir quelques bactéries qui vont devenir plus résistantes. Et quand on donne un traitement antibiotique à un individu, qu'est-ce qui se passe dans sa flore à lui? Eh bien finalement, cette pression de sélection faite par les antibiotiques va tuer toutes les bactéries sensibles et il va en rester un petit peu de résistance. Et à la fin d'un traitement, on peut effectivement comme ça comprendre qu'on peut laisser émerger une population de bactéries qui a acquis cette fois-ci une résistance, donc elle était plus naturelle, elle est acquise. Et ce qui est intéressant, même si c'est un petit peu plus complexe, c'est de savoir que cette résistance, elle peut soit la mettre sur son chromosome, et à ce moment-là, elle va uniquement la transmettre à ses filles, soit elle peut la mettre sur un support qui est un plasmide, qui est un petit support mobile. Et là, c'est intéressant parce que ça va pouvoir donner des résistances épidémiques, parce qu'elle va le transmettre à d'autres bactéries, à d'autres familles, à d'autres endroits, et ça c'est vraiment très intéressant de comprendre que les mécanismes sont différents. Alors finalement, quand on regarde cette plaque, et qu'on voit à partir de quelle année les bêta-lactamines, donc les antibiotiques de base, ont été commercialisés, eh bien on s'aperçoit que très vite, il y a eu tout de suite des résistances qui sont apparues. Alors regardez, en 1942, la pénicilline, en 1949, on commence à décrire un modèle de maladie avec une ostéomyélite résistante. En 1962, l'amoxicilline. Quelques années plus tard, la résistance.
Ensuite, les céphalosporines de 3e génération, tout de suite la résistance. Les carbapénèmes, tout de suite la résistance. Donc vous avez quand même bien compris que les bactéries, elles ont une façon de s'adapter, une adaptation perpétuelle, qui fait que dès qu'on trouve une parade, eh bien, elles trouvent elles aussi la parade à la parade. Alors finalement, en France, ça fait des années qu'on est sensible au problème de la surutilisation des antibiotiques, et on a fait beaucoup de plans qui se sont appelés avec des slogans tous différents. Peut-être que celui qui a eu le plus de succès, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique, c'était très très bien trouvé. Ça a entraîné une baisse de 15% de la consommation. Et puis depuis 2010, on s'aperçoit que ça remonte, malgré d'autres slogans qui sont un petit peu moins peut-être faciles à dire. Et globalement, depuis 2010, vous voyez qu'en ville, on a augmenté notre consommation de 8%. En France, on reste les 4e consommateurs en termes européens. Mais ce qui est surtout inquiétant, c'est qu'au niveau du monde, entre 2010 et 2015, il y a une augmentation de plus de 65% de la consommation des antibiotiques. Et ça, c'est véritablement énorme. Alors, on va regarder un petit peu, mais rapidement, et on ne verra pas tout, de quelle bactérie il s'agit. Alors, je parle toujours un peu du staphylocoque doré parce que les gens sont toujours très attentifs à cette bactérie. Il faut savoir en dire des choses dans les dîners mondains. Ça concerne beaucoup, les inquiétudes que les gens ont vis-à-vis des infections nosocomiales. Mais globalement, en France et en Europe, on peut dire, vous voyez bien sur cette carte, on a beaucoup diminué les taux de SARM, puisqu'on était aux alentours de 30% il y a une dizaine d'années, et que maintenant on est à beaucoup moins, une quinzaine de pourcents. Donc on a vraiment fait des progrès. Ces progrès sont attribués à l'hygiène des mains, mais sans doute pas que. Il y a sans doute eu aussi des problèmes de souche et de choses comme ça. Mais ce problème est très important aux États-Unis, par exemple. On cite souvent les États-Unis, ils sont de très forts consommateurs d'antibiotiques. Et regardez en fonction des États, en moyenne chez eux, à peu près un staphylocoque doré communautaire, donc de ville sur 2, est résistant à la méticilline, ce qui est énorme. Et il y a des États où c'est 80-90%. Donc c'est vraiment un très très gros problème aux États-Unis, ce staphylocoque doré. Mais celui dont je veux surtout vous parler, en fait, c'est celui qui est dans notre tube digestif, le fameux Escherichia coli. Et vous savez, on vous a déjà peut-être montré un tout petit peu quelque chose, que depuis, on va dire 20 ans à la louche, on est très préoccupé par une augmentation majeure de la résistance. Alors sur cette plaque, vous voyez bien en Europe comment on était dans les années 2003, et là en 2013, ça s'est un petit peu accentué. Et vous voyez qu'on est passé d'un niveau de résistance en France qui était aux alentours de 1% à un niveau de résistance qui est en moyenne de 10%, ce qui est considérable en 10 ans, cette augmentation de résistance, et que nous sommes entourés par des pays dans lesquels il y a encore plus de résistance. Et puis vous voyez peut-être déjà, vous l'avez vu sur votre diapo, qu'il y a une espèce de gradient entre les pays du Nord et les pays du Sud, parce que les pays du Nord sont beaucoup plus vertueux que nous sur l'utilisation des antibiotiques, et ça se voit quand on regarde un petit peu ces cartes, c'est de façon très évidente, ça se voit tout de suite. Et puis finalement, donc on aperçoit que maintenant, on a cette baisse des staphylocoques résistants et cette augmentation des BLSE, ça s'appelle bêta-lactamase à spectre étendu. C'est un terme un peu barbare, mais il faut l'avoir à l'esprit parce qu'on l'utilise de plus en plus. Et alors au niveau du monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien au niveau du monde, on peut dire quelque part que c'est la catastrophe, puisqu'il suffit de regarder cette planisphère qui date de 2014, parce qu'il y a assez peu de recensement de tout ce qui se passe au niveau mondial, pour voir qu'il y a des continents entiers dans lesquels une entérobactérie sur 2 est BLSE. Il y a beaucoup de pays d'Afrique, on n'a pas de notion de ce qui se passe, il n'y a pas de surveillance, donc on ne sait pas, mais on sait qu'il y a des études cliniques qui montrent que les enfants, souvent, sont porteurs de bactéries multirésistantes et on meurt très très volontiers. Et donc vous voyez que cette épidémie, enfin vous le comprenez, elle a vraiment progressé de façon très rapide. Et d'ailleurs, si vous allez vous-même faire des petits voyages dans ces pays-là, sachez que vous allez en récupérer dans votre flore digestive au moins une fois sur 2 pendant quelques mois, donc soyez attentifs. Comme on vous le disait tout à l'heure, il y a encore plus que les BLSE, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les carbapénémases, donc ça c'est le mécanisme de résistance encore plus important, où là on peut dire globalement qu'il n'y a pas grand-chose qui marche. Et peut-être que dans l'actualité, il y a quelques années, vous avez vu qu'on a commencé à en parler par une bactérie dont le nom s'appelle New Delhi Metallo-Beta-Lactamase, donc NDM1, là aussi c'est un peu barbare, mais le nom lui-même dit qu'elle venait de New Delhi. Et donc ces épidémies de carbapénémase, il y en a en gros de 3 sortes. Regardez plutôt la petite carte à droite.
Il y a ce qu'on appelle les Klebsiella porteuses de carbapénémase en orange, hein, qu'on voit un petit peu sur tous les continents. Nous, à Nice, on est plutôt impacté par le violet, les OXA48. Hein, c'est ce qui a donné lieu à cette épidémie qui a été un petit peu dans toute la France, mais surtout dans le sud de la France, dont parlait tout à l'heure M. de la Rosière. Et puis ces fameuses New Delhi beta-lactamase, c'est un peu compliqué même pour moi qui le dis tous les jours, et qui touchent essentiellement le continent indien. Donc, vous voyez un panorama qui est quand même un petit peu inquiétant, et sur lequel on va se poser quelques questions ensemble, si vous voulez bien. Alors, quelles sont les causes de la résistance aux antibiotiques et pourquoi est-ce que ça progresse de façon aussi importante? Alors, on va voir trois grands types de causes. Ce qui se passe en surconsommation humaine, ce qui se passe en disutilisation animale, et ce qui se passe bien sûr comme problèmes environnementaux. Alors, au niveau de l'homme, il y a beaucoup de choses sur cette diapo, mais elles sont toutes très importantes. Toutes les études montrent que quand on fait des enquêtes, même si ça fait des années qu'on en parle, et globalement, on a encore en clinique humaine au moins un tiers des antibiothérapies qui sont totalement inutiles. C'est un virus, c'était une colonisation. Un tiers des antibiothérapies qui ne sont pas adaptées, pas à la bonne dose, pas à la bonne durée. Et finalement, il reste qu'un petit tiers qui semble un petit peu adapté. Et quand on regarde cette nouvelle façon de montrer les pays les forts consommateurs d'antibiotiques, la France, nous sommes encore 8e au niveau mondial et on vient d'être dépassé par des pays notamment qui nous entourent, la Turquie, la Tunisie, l'Algérie, qui se mettent à être de très très forts consommateurs d'antibiotiques. Et globalement, quand on regarde par exemple la Norvège, je vous disais tout à l'heure les pays du Nord qui sont des vertueux, ils utilisent 3 fois moins d'antibiotiques que nous. Pourtant, on n'a pas connaissance que les Norvégiens meurent 3 fois plus d'infections que les Français. C'est donc bien qu'il y a vraiment un problème de disutilisation. Et ce diaporama, cette figure, elle est intéressante parce qu'elle montre que ces dernières années, c'est essentiellement dans les pays à moindre revenu socio-économique que cette augmentation de l'antibiothérapie apparaît. Alors, effectivement, la plupart du temps, les antibiotiques sont prescrits en ville, dans 93% des cas, et c'est là où ça continue à augmenter, et 7% à l'hôpital où ça reste relativement stable. Alors, quelles sont les causes de surconsommation? On les reverra un petit peu dans le détail par rapport aux maladies, mais il y a plein d'autres paramètres qui sont très importants aussi dans la mauvaise utilisation et la transmission des bactéries multirésistantes. Ce sont les voyages et les migrations. Je vous disais, quand vous allez en voyage en Asie, vous revenez avec une fois sur deux une bactérie multirésistante dans votre tube digestif. Et quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, c'est le tourisme médical, qui se développe de plus en plus. D'ailleurs, la personne qui est revenue en Angleterre avec la fameuse New Delhi beta-lactamase était partie faire du tourisme médical en Inde. Il y a bien sûr les biocides, dont on parlait tout à l'heure. Donc tout ça explique qu'on a vraiment un véritable problème avec cette surconsommation d'antibiotiques. Et j'aime bien donner l'exemple de l'angine, parce que pour moi, il est très 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 emblématique de ce qu'on fait très mal. Alors vous savez que l'angine, c'est dû à un virus dans 80% des cas, et c'est dû à un streptocoque A dans 20% des cas. Ce streptocoque A est toujours sensible à l'amoxicilline. Là, pour le coup, il n'y a pas de résistance qui apparaît, c'est très facile à traiter, voilà. Ce qui est assez récent, que beaucoup de médecins encore, notamment de ma génération, ne savent pas, c'est que depuis plusieurs années, le streptocoque A a perdu le pouvoir de donner une pathologie post-streptococcique qui s'appelle le rhumatisme articulaire aigu. Ça, c'est bien noté dans les centres de surveillance. Et donc, en fait, quel est le risque infectieux de l'angine? En fait, il est nul, à part avoir mal. Je mets tout à fait à part la scarlatine, bien sûr, qui est une maladie à part. Pour elle, il faut vraiment prendre des antibiotiques. Alors, qu'est-ce qu'ont fait nos pays européens du Nord, les vertueux dont je vous parlais? Eh bien, eux, ils ont fait 2 groupes, angine bactérienne traitée par antibio, angine bactérienne non traitée par antibio. Ils ont vu que la différence, c'était 24 heures de symptômes, et ils ont dit que pour 24 heures de symptômes, on arrête de donner des antibiotiques à toutes les angines, qu'elles soient virales ou bactériennes. En France, théoriquement, on devrait utiliser le petit streptocast, le petit bâtonnet qu'on met au fond de la gorge, sauf que, a priori, les médecins généralistes le font peu. Ça prend 2-3 minutes, c'est un peu long dans une consultation qui doit être rapide pour le peu qui gagne. Effectivement, on peut comprendre 10 millions de prescriptions antibiotiques injustifiées de ce fait. Et quand vous allez en Asie, là c'est beaucoup plus simple, vous rentrez dans la pharmacie, vous demandez ce que vous voulez et le pharmacien vous le donne, avec si possible la dégénération et les corticoïdes. Donc vous comprenez bien qu'on n'a pas du tout le même résultat
en termes de problématiques. Alors je veux juste revenir une toute petite seconde là-dessus, comme ça vous explique maintenant mieux peut-être ce que j'ai dit là-haut, qui concerne les raisons: corruption, croyances, culture, clientélisme, éducation, formation, accès aux soins, coûts, contrefaçon, marché noir. Corruption, c'est pas forcément dans le style pot de vin, encore que, c'est surtout dans le style j'ai des règles dans mon pays et ces règles je les suis. C'est-à-dire que par exemple les Méditerranéens, vous savez, sont le champion de ne pas vouloir suivre les règles, par exemple. Hein, on aime bien être très libre et on fait comme on veut. Les croyances, c'est par exemple que les gens ne savent pas une bactérie, un virus, ils ne connaissent pas la différence, ils pensent qu'une grippe par exemple doit se traiter par des antibiotiques. Les cultures, c'est par exemple que les Méditerranéens, quand ils sont malades, ils aiment bien avoir un jour d'arrêt de travail. Les anglo-saxons, ils veulent un antibiotique pour retourner au boulot tout de suite. Le clientélisme, je ne vous fais pas un dessin. Hein. L'éducation, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'éducation à la santé en France. Et la formation, pareil. Les médecins, ils apprennent les antibiotiques quelques heures dans toutes leurs études de médecine, ce qui ne fait pas grand-chose. Les contrefaçons et le marché noir, ça touche surtout les pays en voie de développement, qui n'ont pas la chance, comme nous, d'avoir des normes de caractérisation de qualité de leurs antibiotiques, et qui malheureusement souvent ont aussi des produits de très très mauvaise qualité. Alors la deuxième partie sur laquelle je veux vraiment m'étendre un petit peu avec vous, c'est celle qui me paraît la plus importante à connaître aujourd'hui, c'est la dysutilisation chez l'animal. Est-ce que vous savez qu'au niveau de l'industrie, on va dire, l'agroalimentaire, et surtout au niveau du bétail, l'utilisation des antibiotiques est totalement dévoyée? Parce que dans les années 50, des vétérinaires ont montré que quand on donnait des antibiotiques à petite dose à des animaux de rente, eh bien ça leur permettait, en agissant sur le microbiote et en assimilant un petit peu mieux la nourriture qu'on leur donnait, de gagner entre 2 et 5% de masse, ce qui permettait qu'ils soient plus gros et donc forcément qu'ils coûtent plus cher. Et donc à partir de là, les antibiotiques ont été ajoutés comme facteurs de croissance à type d'additifs alimentaires dans toute l'alimentation du bétail. Essentiellement, ça a commencé aux États-Unis, mais ça s'est propagé dans tout le monde. Et là, je vous montre un article qui date de Science 2019, donc qui est tout récent et qui est corroboré par d'autres études. Donc c'est entre 70 et 80% de tous les antibiotiques mondiaux aujourd'hui qui sont utilisés uniquement comme facteurs de croissance dans l'industrie alimentaire. Donc vous voyez ici, c'est que pour faire grossir le bétail, ça c'est pour traiter le bétail, ça c'est pour traiter les hommes, et ça c'est les antibiotiques comme pesticides, parce que c'est aussi des pesticides, les antibiotiques. Donc vous voyez que quand on regarde la concentration au niveau de la planète des antibiotiques dans le sol, antibiotiques dans le sol qui sont rejetés bien sûr par les déjections des animaux, vous voyez que ces concentrations, elles rejoignent effectivement la petite planisphère que je vous montrais tout à l'heure. C'est étrange. Plus il y a d'antibiotiques dans le sol, plus il y a de résistance bactérienne. Alors c'est dramatique, hein, surtout qu'en fait en milieu vétérinaire, on utilise aussi des antibiotiques dits de réserve, et vous avez entendu parler peut-être en 2015 de la découverte de la résistance à la colistine, qui était un des derniers qu'on pouvait utiliser chez l'homme, et qui maintenant est présent dans 20% des porcs chinois, et commence à donner des dégâts humains. Alors les Français ont fait quand même des gros progrès, très très gros progrès, les vétérinaires ont bien compris, les éleveurs ont fait un petit peu, on va dire, avec ça. Et finalement, on a diminué en quelques années, vous voyez, notre consommation d'antibiotiques comme promoteur de croissance de façon très importante. Mais au niveau mondial, eh bien, la projection sur les 20 ans à venir, c'est que les Chinois, par exemple, ils ont envie d'augmenter ça encore de 20, 30, 50, 100%. Donc là, je pense qu'il faut se faire beaucoup de soucis par rapport à la dissémination de la résistance. Alors au niveau environnemental, on rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Hein. Je pense que tout le monde sait que c'est très important de se laver les mains et je pense que c'est fondamental. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'autres éléments qui sont aussi à prendre en compte? Là, je vous montre cette fois-ci ce qu'il en est de la production des antibiotiques, leur fabrication. Vous savez peut-être que tous les antibiotiques maintenant, puisque les grands laboratoires pharmaceutiques ont souhaité délocaliser, comme le reste, dans des endroits où la main-d'œuvre était moins chère, tous les antibiotiques sont fabriqués en Chine pour les composants principaux, sont assemblés en Inde et ensuite sont véhiculés via l'Europe ou via des comptoirs à droite à gauche pour faire partie de ce qu'on va distribuer à nos patients. Donc finalement, c'est peut-être intéressant sur le plan financier, ça l'est vraisemblablement beaucoup moins sur le plan de l'environnement, puisque en fait ces industries n'ont aucune règle environnementale. Elles ont des règles de qualité, puisqu'on est censé avoir des bons antibiotiques,
mais pas de règles environnementales. Donc, par exemple, vous voyez ici, dans une rivière indienne, où vous avez des personnes qui ont dosé 31 mg par litre de ciprofloxacine, quand dans le sang d'une personne traitée, il y a 3 mg par litre. Alors, je vous laisse imaginer très bien ce qui peut se passer. Vous avez une rivière indienne qui a 30 degrés, ce qui fait chaud chez eux quand même, elle est bourrée d'antibiotiques. Vous n'avez pas de réseau sanitaire de très grande qualité, donc vous avez plein de bactéries qui viennent de la flore digestive des gens. Vous les mélangez, ben, ça fait vraiment de façon expérimentale ce qu'on appelle les bactéries multirésistantes, et donc c'est de là, en grande partie, que vient aujourd'hui le problème qui nous concerne. Vous voyez qu'ici, dans cet article, qui est tout récent aussi, dans pratiquement toutes les rivières africaines, il y a des antibiotiques. Et je crois qu'il y a eu récemment, dans le Figaro, Le Monde, des articles sur les rivières françaises. J'ai vu qu'il y avait la Tamise, bien sûr, mais il y a aussi dans le Rhône, dans la Seine, il y a des antibiotiques, etc. Donc, sur ces plaques qui sont issues des recommandations très récentes qu'on nous a données pour parler de ce bon usage des antibiotiques, on resynthétise un peu comment les antibiotiques sont disséminés dans l'environnement. Vous avez donc ici les villes, vous avez ici les hôpitaux qui, dans leurs effluents, larguent beaucoup d'antibiotiques, qui vont dans des stations d'épuration. Malheureusement, elles n'épurent pas toujours tous les antibiotiques. Et puis surtout, figurez-vous que les boues d'épandage, elles peuvent être utilisées pour beaucoup de choses, par exemple fertiliser des sols, donc ce qui paraît aussi très intéressant. Ensuite, vous avez la diffusion dans les rivières, dans les nappes phréatiques, voilà. Et puis là, bah, c'est la dissémination des gènes de résistance aux antibiotiques. La même chose, vous avez des effluents d'hôpitaux, vous avez des villes, vous avez des abattoirs, tout ça va dans les rivières et tout ça concourt à la pression de sélection dont on parlait tout à l'heure et qui est le principal levier de la résistance. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça aujourd'hui? Eh bien, on essaye déjà d'assimiler toutes ces informations et puis de regarder ce que les experts nous en disent. Et alors, sur cette plaque, je trouve très très intéressante, il y a, comme vous le voyez, des avis très divergents. Il y a un monsieur qui s'appelle Jim O'Neill, qui est un Anglais, qui publie cette diapositive qui montre dans tous les congrès, sur laquelle il a fait un modèle mathématique qui lui permet de prédire qu'à l'environ 2050, il y aura 10 millions de décès par an dus à la résistance bactérienne aux antibiotiques, quand aujourd'hui il y en a 700 000. Donc ça fait beaucoup. Bon, c'est un monsieur qui n'est pas médecin, il est issu de l'industrie, il a des rapports très 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 proches avec l'industrie pharmaceutique. Je n'en dirai pas plus, mais je le soupçonne quand même de prendre un peu son bâton de pèlerin pour aller récupérer des sous pour ses petits copains. À côté, vous avez M. Raoult. Tout le monde connaît M. Raoult. Et M. Raoult, eh ben, il dit, dans plusieurs manifestations, il n'y a pas de problème de résistance. Donc là, on a quand même un bug. Et quand on regarde ce que dit le CDC, eh bien quand même, il comptabilise 33 000 décès en Europe en 2015, ce qui fait plus 40% en 6 ans. Alors, la vérité se trouve vraisemblablement un petit peu au milieu, mais il y a quand même plein de publications. Je vous ai mis un pauvre petit prématuré indien. 66 000 bébés de moins de 1 an meurent en Inde, ça on le sait, de la résistance bactérienne par impasse thérapeutique, puisque chez eux, en fait, ils ont beaucoup de diarrhée et que toutes leurs entérobactéries sont devenues résistantes. Et puis chez nous, il faut quand même le dire aussi, il y a un mois, il y a eu une épidémie ici d'abri, d'acinetobactères résistants au carbapénémase, dont tous les patients sont décédés. Donc ça existe, ça existe chez nous, ça existe en France, ça existe dans le Sud. Donc je pense qu'il faut quand même se poser de bonnes questions. Alors la résistance aux antibiotiques, c'est une mobilisation mondiale qui est très récente, puisque les journées de sensibilisation mondiale, elles n'existent que depuis 2015. L'OMS s'est un petit peu réveillée, l'ONU 2016, et ils ont bien compris qu'on ne pouvait réfléchir à tout ça que sous une approche très globale, qui est donc celle de la santé globale, un monde, une santé, avec des tas de paramètres que je vais vous épargner là-dessus. Mais globalement, l'antibiorésistance, c'est un problème universel, ça nécessite une action coordonnée associant santé humaine, santé animale, santé environnementale. Les moyens, on ne sait pas très bien, mais je ne pense pas qu'il faut toujours aller chercher des moyens pour avoir de nouvelles ressources. Je pense qu'il faut surtout se poser des bonnes questions et essayer de savoir si ce qu'on fait est toujours très sensé. Alors, il y a 3 principaux leviers pour réduire la résistance. Il y a bien sûr ce qu'on appelle le bon usage en antibiothérapie, vétérinaire ou médicale, on va dire humaine. Alors, quels sont les grands éléments? On ne va pas les détailler tous, mais bon, M. de la Rosière l'a dit, il faut essayer de limiter les antibiotiques critiques.
Aujourd'hui, il y a 3 grandes familles d'antibiotiques critiques. Il y a l'amoxicilline acétylflavulanique, dont l'augmentin, il y a les céphalosporines de 3e génération, et il y a les quinolones. Ceux-là, il faut vraiment essayer de faire la guerre, en sachant qu'ils font aussi partie des protocoles de première intention de beaucoup de maladies, mais donc après, il faut désescalader et il faut regarder. Les durées de traitement, vous savez que les sociétés de savantes en infectiologie ont fait beaucoup de recherches là-dessus et on a permis comme ça de diminuer la durée de la plupart des maladies infectieuses classiques, puisqu'aujourd'hui, une pyélonéphrite, c'est 7 jours, une pneumopathie, c'est 7 jours, un érysipèle, c'est 7 jours. En gros, gardez la règle un petit peu des 7 jours pour le traitement de la plupart des maladies. Et puis, il ne faut pas traiter ce qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire tout ce qui est viral ou tout ce qui est bien sûr colonisation. Le deuxième chapitre, c'est l'hygiène, on n'en reparlera jamais assez, mais je pense que d'autres vont vous en parler. Et puis, il y a les vaccinations qui sont majeures, et là aussi, je voudrais insister sur les grands progrès qui ont été faits cette année pour essayer de promouvoir la vaccination, qui est que ça peut être fait en pharmacie, qu'on doit vacciner l'entourage des personnes immunodéprimées et pas que les personnes immunodéprimées, que c'est remboursé si vous allez en une pharmacie, que vous êtes dans ce cas. Donc vraiment, il y a eu de gros progrès qui ont été faits et je pense que c'est vraiment fondamental de comprendre que quelqu'un de bien vacciné ne va pas se surinfecter et donc on va diminuer les traitements antibiotiques. Je ne vous donne pas de détails sur cette plaque, mais quand même, globalement, c'est intéressant de savoir qu'il y a eu un plan interministériel en 2016 qui a pris un peu le taureau par les cornes et a essayé de mettre en place des actions assez concrètes pour les médecins qui sont intéressantes, notamment des ordonnances de non-prescription. Alors, c'est marrant, ça. Ça veut dire que quand un patient se rend chez un médecin, souvent, il paraît que c'est lui qui demande les antibiotiques. Bon, les avis sont partagés. Et que le médecin, il doit pouvoir répondre et argumenter vis-à-vis de cette demande. Et bien donc, il y a des espèces d'ordonnances sur lesquelles toute l'histoire naturelle de la maladie, des infections ont été écrites, de façon à ce qu'il y ait un support pédagogique qui permette aux patients d'avoir bien compris que oui, il va tousser pendant une semaine, mais c'est normal, il n'y a rien qui peut aller là contre, et que s'il se met de tousser clair à tousser vert au bout de quelques jours, c'est pas que c'est surinfecté, c'est juste qu'il élimine les leucocytes qui ont été un petit peu rendus malades par l'infection virale. Donc tout ça, c'est quand même très intéressant. Après, il y a par exemple les antibiotiques donnés à l'unité, il y a plein de choses qui sont en train de se monter, qui sont tout à fait intéressantes et qui vont dans le bon sens. Alors, pour retenir de tout ce que je vous ai dit, là, qu'est-ce qu'on peut dire ensemble? Alors, il y a une phrase que je dis quand même si mon responsable de la Société de pathologie infectieuse de langue française, Pierre Tadevin, n'est pas d'accord pour qu'on le dise. Mais il y a du pour et du contre. Il semblerait que les médecins, au final, en soient responsables que de 10% du mésusage. Vous avez bien compris quels étaient les 90% autres. Alors, est-ce qu'il ne faut pas le dire pour que les médecins se sentent moins concernés, ou est-ce qu'il faut le dire pour que, justement, les autres se réveillent? Moi, je vous pose la question, et je pense que c'est plus intéressant de réveiller un peu les autres. Donc, au niveau du citoyen, bien sûr, il faut qu'il ait plus de connaissances sur ce que c'est qu'une infection, il faut qu'il arrête d'aller chez le médecin pour un oui ou pour un non, il faut qu'il soit tout seul. S'il prend des antibiotiques, il faut qu'il respecte, mais il faut qu'il aille beaucoup plus loin que ça. Il faut qu'il s'interroge sur toutes ces sources qui sont aujourd'hui les sources environnementales qui sont responsables des 90% qui restent. Alors au niveau politique, on sait qu'on ne peut pas toujours compter sur eux pour des tas de raisons. Alors moi, par exemple, je m'amuse à poser des questions aux laboratoires qui viennent me voir, parce que comme je suis responsable du service, ils viennent me voir. Et je leur dis, ok, votre molécule, elle est très bien, mais est-ce que vous pouvez me donner la traçabilité de la fabrication de votre antibiotique? Et c'est très drôle, parce qu'ils m'envoient une fiche sur laquelle il n'y a rien de marqué, puis enfin, il y a une toute petite ligne, secret industriel. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas, ça. J'ai envie de dire que si tout le monde exigeait, si tous les médecins exigeaient d'avoir des renseignements, tous les pharmaciens, sur la façon dont les antibiotiques sont prescrits, sont fabriqués, peut-être qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut se sortir de ce problème de l'antibiorésistance, parce qu'on est rentré dans l'ère post-antibiotique, pour certains continents, l'Inde est en ère post-antibiotique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Des nouveaux antibiotiques, ça a l'air pas de bonne piste, parce que les laboratoires ne sont pas trop d'accord, sauf si on leur donne encore plus d'argent, parce qu'ils racontent que les antibiotiques, on les donne finalement que pour des durées brèves, que les résistances apparaissent très vite, donc tout cet investissement, c'est pas très intéressant. Donc il y a peu d'antibiotiques, donc il va falloir chercher d'autres alternatives, peut-être parmi tous ces éléments-là. Je ne sais pas comment ça va se passer en réalité. Et finalement, vous voyez que c'était intéressant de parler ensemble de santé globale et d'interdépendance, parce que l'ONU dit ces dernières années que l'humanité doit faire face à deux grands défis, le réchauffement climatique et la résistance bactérienne aux antibiotiques.
Et vous avez peut-être compris qu'en fait, ces deux défis, ils sont intimement liés. Parce que le réchauffement climatique, hein, on sait par exemple que l'industrie agroalimentaire ou l'élevage intensif est responsable de 18% des gaz à effet de serre. Et donc finalement, on a des cibles comme ça qui sont bien identifiées comme étant à l'origine de la problématique. Alors il y a des tas de climatologues et de biologistes qui sont complètement déprimés, paraît-il, aujourd'hui, parce qu'ils n'arrêtent pas de lancer des alertes et personne ne les écoute. Et moi, je trouve que les médecins sont particulièrement muets. Et je ne sais pas s'ils sont déprimés, mais en tout cas, on ne les entend pas beaucoup. Et peut-être que ce serait quand même l'occasion aujourd'hui que le corps médical se réveille pour essayer de faire comprendre et faire passer ces messages, qu'on est tous en interdépendance et que si on ne change pas notre pratique, eh bien, voilà, 2100 sera peut-être une ère à 7 degrés et sans antibiotiques. Youpi!